très cordiale bienvenue. Je suis très heureuse que vous vous intéressez à notre exposé. Je m'appelle Katharina Albertine et moi, Monica Curatin. Rompre avec les phrases « tu es trop grosse, trop maigre, trop lourde, trop légère », communication respectueuse dans le sport d'élite. Qu'en est-il en matière de communication? C'est-à-dire quand on parle du poids, de la silhouette, dans le sport d'élite par exemple. Sommes-nous suffisamment performants? Nous disons non, nous pouvons améliorer la situation. Est-ce que ça vaut la peine d'améliorer la communication dans le sport d'élite quand on parle justement du poids, de la silhouette? Nous pensons que oui, car nous affirmons que cela a une importance pour le succès et que c'est décisif. Qu'est-ce que ça signifie? J'aimerais vous expliquer ce que moi j'entends en tant que psychologue du sport sous ce terme. J'aimerais aborder une sorte de métaphore avec ce temple à deux piliers. Tout en haut, vous avez bien sûr le toit avec l'optimisation de la performance et le succès, porté par le pilier aussi de la santé psychique et physique et du développement personnel. Et le succès se réfère bien sûr toujours à ces trois éléments lorsqu'on s'engage pour le succès. À ce moment-là, c'est à ces trois niveaux. Soyons un peu plus concrets. Ou peut-être, Monica, est-ce que c'est un point de vue général? Est-ce que ce principe du succès en matière de sport d'élite, c'est-à-dire ces trois piliers dont nous avons parlé tout à l'heure, est-ce que c'est une naïveté de penser que c'est ainsi? D'après mon expérience faite, surtout au niveau de la formation des entraîneurs en Suisse, je vois qu'il en était là. Les entraîneurs, avec leurs athlètes, travaillent dans ce sens. C'est-à-dire dans le développement du personnel, ils peuvent faire un développement positif et ils sont conscients que la santé psychique et physique est un critère premier pour avoir du succès dans le sport d'élite. Il y a des exceptions. Peut-être que le succès est au-dessus de tout et qu'on n'aborde pas suffisamment d'autres termes. Ou alors, dans d'autres cas, il se peut aussi qu'une personne a vraiment beaucoup de succès à un grand niveau, même si cette personne-là n'est pas en bonne santé, que ce soit psychiquement ou physiquement. Le mot-clé est excellent. Dans le sport d'élite, nous avons affaire à des extrêmes. Il y a même certains points de friction dans ces piliers et nous parlons bien sûr de respecter les limites. Parlons de communication de manière plus concrète. Lorsque la communication fait mal, de quoi parlons-nous? Avec quelques exemples. C'est-à-dire, voilà, mange un peu moins, allez, oui, sinon tu vas pas gagner. Ou alors, tu as pris un peu du poids pendant les fêtes, essaie de maigrir. Bon, bien sûr, ce sont des exemples difficiles et qui font mal en matière de communication. Ou alors les actions non verbales, c'est-à-dire on va toucher aussi peut-être le ventre de l'athlète pour voir si elle a perdu du poids. Et aussi de demander de manière neutre de prendre du poids ou de perdre du poids, cela peut être très délicat, nous en parlerons tout à l'heure. Mais Monica, est-ce que j'exagère avec ces exemples ou est-ce que tu connais de tels exemples? Je crois que ce n'est pas exagéré. Moi-même, je l'ai vécu. Selon la discipline sportive, on parle du poids car c'est un rôle central. Je viens du judo, par exemple, aussi dans d'autres activités, il y a des classes poids et le poids, bien sûr, est un thème important. Et je l'ai entendu en tant qu'athlète quand on parle de celle qui a justement un peu trop grosse ou une autre qui a peut-être un popotin un peu important. Et puis, c'est irrespectueux, évidemment. Et on n'aimerait pas non plus qu'on parle de soi-même de telle manière. Et on aimerait éviter de telles déclarations. Est-ce que cela est blessant? Cela dépend de différents cas. Ce n'est peut-être pas toujours un dégât qui est déclenché, mais c'est possible. Regardons ensemble. Quelle est la réalité psychique en toile de fond? Qu'est-ce qu'on comprend sous santé psychique? Nous pensons que justement cette communication qui blesse est liée bien sûr à la communication générale. Je vais vous partager un modèle en matière de ce que nous saisissons dans le terme, aussi selon l'OMS, demande ces critères. Vous voyez ici un modèle sur deux dimensions par rapport à la santé psychique et en blanc aussi le mental illness, c'est-à-dire les maladies. Lorsqu'on parle de symptômes, de pathologies,
soit 0 ou plus 2, avec des symptômes plus marqués. Et en jaune, mental health, et aussi bien sûr la santé mentale, psychique, pour exprimer les facteurs santé qui jouent un rôle. Et nous voyons ici 4 champs. Nous commençons d'abord avec le vert, c'est-à-dire du côté de la santé psychique. Et vous voyez tout en haut en vert le flourishing, c'est-à-dire ce domaine qui vraiment s'épanouit. La personne peut s'épanouir de manière positive, elle est consciente de ses compétences, même sous pression, reste compétent à des performances, aussi une certaine stabilité, et il n'y a pas de symptômes de maladie qui apparaissent. Voilà ce qu'on essaye, une fois de plus, de soutenir les athlètes dans ce sens. Et d'autres aussi. Ensuite, le languishing, ce domaine un peu gris. Là, nous parlons dans le sens des maladies psychiques. Bon, là, l'athlète est en bonne santé, mais a quelques faiblesses en matière de compétences personnelles, c'est-à-dire n'est pas tellement conscient de ses aptitudes, n'est peut-être pas très stable, ne se sent pas bien, n'a pas beaucoup d'estime de soi. Souvent, cette personne ou ce chemin qui passe du gris vers le vert, c'est un processus de coaching important pour pouvoir permettre ce développement dans le sport d'élite. Regardons de l'autre côté cette fois-ci. Là, nous parlons des dimensions des maladies psychiques qui ont été diagnostiquées en rouge, le struggling, des domaines importants dans le sport d'élite, car des facteurs aussi de la santé psychique sont là, aussi une bonne confiance en soi, même si on est sous pression, on a du succès. Par contre, il y a quand même d'autres symptômes de maladies très sévères, peut-être visibles ou pas, dans le sens, peut-être on a des moments dépressifs, des paniques, des peurs, des troubles alimentaires. Et dans le domaine jaune, donc là, la crise devient plus significative. Les deux dimensions vont dans le sens vraiment d'une maladie. Nous parlons ici de facteurs mentaux, c'est-à-dire peu de compétences personnelles ou d'estime de soi. On a vraiment de grands doutes personnels et on a des symptômes marqués. Si on parle de cette thématique, on parle de communication blessante et dans quel sens un athlète ou une athlète peut justement être touché quand on parle de vert via gris ou alors dans l'autre sens, indépendamment des éléments, mais c'est une supposition que nous avons, c'est-à-dire avec une communication telle, on peut amener la personne d'un secteur vert dans un autre secteur, ce qu'on veut éviter évidemment. On ne parle pas de l'athlète, qui doivent eux-mêmes apprendre à pouvoir aller dans ce domaine d'épanouissement vert, mais on parle de l'équipe des entraîneurs, c'est-à-dire des fédérations, des familles, des écoles. Comment, à tous les niveaux, dans le sport d'élite, ils peuvent être actifs pour que le vert puisse être possible? Bon, c'est la grande question, Monica. Comment réussir d'ailleurs? Comment peut-on changer la communication à tous ces niveaux? Je crois que nous pouvons réussir si nous communiquons de manière reconnaissante, basée sur des valeurs. Et si on peut s'intégrer dans une autre perspective, se mettre à la place aussi de l'athlète dans sa propre situation et si nous-mêmes, nous donnons nos propres contributions, que ce soit du côté des athlètes entre eux et ensuite également les entraîneurs, les parents et les autres personnes qui sont dans l'environnement des athlètes. Cela nécessite tout le monde, effectivement. Faisons un petit exercice ensemble. Cher auditoire, mon corps et moi, sommes-nous de bons amis, finalement? Imaginez-vous que vous avez votre propre corps devant vous, représenté par 5 personnes. Et vous rencontrez, bien sûr, celui qui a de la force, celui qui a de l'endurance. Ensuite, l'aspect sportif général et le poids et votre silhouette. Quel est votre aspect d'amitié envers ces différentes personnes? Vous pouvez mettre cette échelle entre 1 jusqu'à donc 10, soit donc 1 qui est plutôt un refus, ou alors 10 avec une grande reconnaissance. Nous vous donnons un petit instant de réflexion.
Oui, nous avons parlé de suppositions et en tenant compte de cet exposé, nous avons voulu connaître également l'aspect scientifique. Est-ce qu'il y a des résultats, des constats scientifiques? Nous allons essayer maintenant, par rapport à ce qui a été trouvé, de l'intégrer dans un modèle qui nous convient, que nous apprécions. C'est le Positive Use Development, c'est-à-dire quand on parle d'un développement positif des jeunes personnes, des jeunes qui ont entre 15 et 24 ans, grosso modo. Et ce modèle a été aussi abordé et nous avons vu qu'en matière de sport d'élite, bien sûr qu'il y a des interactions chez les athlètes. Il y a l'environnement, par exemple, qui renforce d'une part aussi un bon environnement relationnel, c'est-à-dire de bonnes relations avec les amis, les parents, les collègues, des bonnes relations avec les entraîneurs, les réseaux sociaux, évidemment, ce qui joue aussi une ressource de relations importante. Du côté athlète, cette fois-ci, nous voyons, surtout dans le sport d'élite, les jeunes profitent lorsqu'ils ont développé les aptitudes, les compétences pour être plus conscients dans leurs compétences, aussi d'avoir cette confiance en soi, envers les autres aussi, envers d'autres éléments, mais l'aptitude aussi de veiller à soi-même, c'est-à-dire pour soi-même et aussi pour les autres, de veiller aux autres. Je reviens en arrière. Et l'étude que nous avons donc trouvée résume ainsi, nous avons mis la loupe sur ces domaines, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'environnement et l'athlète, et ces études qui ont un lien par rapport à la communication, à la qualité de la communication, nous parlons de variations, c'est-à-dire lorsqu'il y a un comportement, des problèmes par rapport au poids, par rapport à la silhouette, ou comment on reconnaît son propre image du corps, c'est-à-dire peut-être des problèmes aussi, ou des troubles alimentaires, ou des peur physique ou d'être absolument plein de muscles et avoir une silhouette très fine. Et nous voyons que c'est la qualité relationnelle, c'est-à-dire des athlètes envers leurs parents d'une part et des entraîneurs de l'autre côté, qui est co-décisif pour la formation aussi de tous ces aspects, par exemple, des aspects aussi s'il y a des problèmes de troubles alimentaires ou comment on perçoit son propre corps. D'autres disciplines sportives comme le judo où le poids joue un rôle renforcent aussi cette qualité envers l'entraîneur, c'est-à-dire là on va davantage renforcer ce problème qui sera expliqué et si par exemple il y a moins de sensibilité comme par exemple la discipline handball, qui parle de la qualité des parents, qui est très décisive. Un autre point intéressant, des études qui parlent concrètement de la communication, peut-être une communication ou des commentaires blessants engendrent peut-être des problèmes dans ces domaines déjà abordés. Effectivement, une étude a démontré que les sportifs d'élite qui se rappellent de commentaires blessants ont des problèmes dans l'aspect alimentaire, alors que les athlètes qui ne se rappellent pas d'avoir eu des commentaires blessants, n'ont pas ensuite justement eu des autres soucis. Alors, comment est-ce que nous pouvons expliquer quel est le dynamisme en toile de fond? Là, nous parlons d'objectivation, c'est-à-dire on parle justement des sportifs d'élite, mais il existe un risque, c'est-à-dire on a deux idéaux, c'est-à-dire l'aspect aussi sociétaire, c'est-à-dire d'une belle silhouette féminine d'une part, et d'avoir vraiment un corps d'athlète qui engendre ensuite une pression, un stress avec des éléments négatifs. Et nous parlons d'habitude, voire même une insatisfaction envers son propre corps. Ce qui est important, il faut parler que la biographie joue un rôle important et que beaucoup de sportifs d'élite sont aussi marqués par des contextes sportifs où on se concentre surtout sur l'aspect extérieur. Et ensuite, il y a cet élément intrinsèque. Ou alors, on grandit dans une famille où on se concentre
constamment sur la silhouette, sur le poids, et on va ensuite essayer peut-être ou voir quelle est cette difficulté, c'est-à-dire d'avoir un corps qui n'est pas en bonne santé. Et nous avons cette structure particulière ensuite, c'est-à-dire quand on parle de cette peur aussi physique qui apparaît, et nous le voyons, il y a cette tendance, il y a une peur qui est étendue, c'est-à-dire d'avoir des réflexions critiques qui sont ensuite données. Monica, cette peur de sa propre présentation physique, quand on parle aussi de discipline sportive, est-ce que cela est également reconnu ailleurs? Que penses-tu? Je crois qu'en matière de sport, dans toutes les disciplines, bien sûr que l'aspect corporel est bien présent et joue un rôle très important. Et beaucoup d'athlètes sont constamment, se préoccupent de leur corps, de leur performance, et cela joue un rôle très important. Et on aimerait éviter évidemment que l'aptitude ou la performance soit réduite, ou que le corps ne ressemble pas à ce qu'il devrait ressembler. Peut-être encore un élément par rapport à ce que tu as parlé entre la relation entre l'athlète et l'entraîneur. C'est quelque chose de très important, surtout pour les athlètes féminines. Cette bonne relation envers l'entraîneur est très importante pour qu'elle reste motivée, qu'elle puisse progresser, pour qu'elle puisse justement avoir un processus positif. Et l'entraîneur joue un rôle très important par rapport aux objectifs sportifs. Et là, il porte une grande responsabilité. Et nous espérons que les entraîneurs en sont conscients et qu'ils puissent communiquer et accompagner de manière positive. Merci. C'était un peu trop rapide dans la présentation. Oui, c'est un aspect très important que tu abordes, c'est-à-dire cette relation entre l'athlète et l'entraîneur. Maintenant, parlons de solutions. Comment communiquer de manière plus saine? Tout d'abord, nous voulons aborder le modèle des besoins de base psychiques. Aussi, de manière empirique, nous voyons qu'il y a 3 besoins primaires ou de fond qui sont nécessaires. Lorsqu'on y répond, on peut dire que la personne est du bon côté, est en bonne santé, psychiquement elle se sent donc en équilibre et qu'il y a une robustesse qu'on peut développer. Et ces besoins donc donnent cette autonomie. On parle aussi de vivre des compétences et on parle d'appartenance inconditionnelle. Et lorsqu'on a répondu à ces besoins, nous pouvons reprendre ces éléments dans ce modèle. Si notre communication est marquée par les besoins qui sont ici couverts, nous faisons quelque chose de très bon pour le développement des athlètes qui durent toute la vie. Parlons encore d'un autre critère très utile, aussi en tant qu'orientation, c'est-à-dire le concept personnel physique. Il faut bien comprendre pourquoi cela est utile. Et avec ce concept, nous pouvons expliquer quel est le lien avec, justement, cette estime du soi. Quand on parle de l'image de soi, c'est de connaître ses propres forces, faiblesses, c'est-à-dire dans 4 domaines. Tout d'abord, bien sûr, le concept académique, c'est-à-dire l'aspect scolaire, est-ce que je suis bon ou moins bon, aussi le concept émotionnel, physique. Et donc, nous parlons d'études empiriques qui démontrent que, justement, les jeunes, et je suppose aussi chez les sportifs professionnels, ces concepts d'estime de soi physique ont d'autres liens. Nous évaluons en tant qu'être humain les choses, c'est-à-dire nous parlons d'estime de soi et comment nous pouvons atteindre quelque chose de positif. Si j'ai atteint quelque chose, j'ai beaucoup de plaisir. Alors que j'ai en principe les aptitudes, alors j'ai des sentiments ou un ressenti négatif, peut-être je vais même avoir honte. Et cela peut ensuite avoir un effet sur l'estime de soi. Regardons cette... nous le voyons de manière empirique à nouveau. Il y a 2 domaines. Le domaine des compétences sportives, réparties aussi avec l'endurance, des coordinations, des mouvements, etc. Mais d'un autre côté,
nous parlons de comment notre corps est perçu, c'est-à-dire comment cela est observé en matière de poids et de silhouette. Si on perd du poids, par exemple, nous allons aborder ce facteur-ci. Et nous ne peut-être pensons pas que très rapidement, cela peut, une fois de plus, aborder l'estime de soi générale. Là, nous voyons que, de manière directe, nous parlons d'estime de soi ou de confiance en soi, donc la confiance de la personne en tant que telle. Monica, que dit aussi l'athlète de l'époque d'élite et qu'en est-il? D'après mes observations et mes expériences, la partie physique de l'image de soi est décisive pour un athlète ou une athlète, car le corps est très important pour être performant, pour atteindre ses objectifs. Et si nous observons encore les autres domaines, par exemple l'aspect scolaire, il y a beaucoup d'athlètes, s'ils pouvaient choisir, ils n'iraient pas absolument à l'école. L'autre concept social joue souvent aussi un rôle, c'est-à-dire l'échange social se fait dans le sport et la vie des athlètes souvent est décisive, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont couronnés de succès pour avoir cette reconnaissance sociale, par exemple. Et l'aspect émotionnel aussi. Souvent, leurs états de fait émotionnels dépendent pas de la performance ou de l'entraînement. Et ensuite, il y a peut-être d'autres éléments qui les satisferont. Et si ce n'est pas le cas, il y a d'autres fluctuations peut-être plutôt négatives. Et l'estime de soi physique a vraiment une influence sur l'aspect général d'un athlète, sur son image et sur sa confiance aussi. C'est ainsi confirmé par la pratique. Faisons encore un pas en avant. Maintenant, nous parlons de force, de faiblesse. Faisons un pas complémentaire, disant que nous pouvons parler de différents moi. Et là, nous parlons d'un modèle Ego State, très connu dans la pratique, que j'utilise aussi moi en tant que psychologue. Et indépendamment des moi abordés par l'athlète, nous avons parlé du corps. Regardons aussi, c'est-à-dire, voilà, nous allons quitter un petit peu l'aspect scientifique et on parle aussi de l'aspect intellectuel. Dans mon cabinet, par exemple, je sais que ces deux parties-là sont très présentes. L'aspect aussi sportif. Et c'est une exigence par rapport à cet aspect intellectuel. L'information qu'on reçoit perd du bois, ce serait une bonne chose. Mais est-ce qu'on attend que cela soit ensuite repris de manière raisonnable? Mais nous avons encore d'autres parties qui écoutent donc simultanément. Et l'autre, image de soi. Peut-être que mon poids, ma silhouette, l'aspect émotionnel aimerait se sentir bien, ou alors l'aspect social. J'aimerais être reconnue en tant qu'athlète, d'accord. J'aime ma discipline sportive, je travaille durement, et l'aspect intellectuel, c'est-à-dire je travaille de manière raisonnable et je pense donc logiquement. On surestime ces deux premiers mois par rapport aux trois autres. Ils sont décisifs. Écoute constamment, et c'est important dans la communication que nous devons réaliser que ces différentes parties ont différents objectifs, différents motifs même. Car c'est-à-dire, lorsque l'apparence ne corrobore pas au poids, alors on va faire le maximum pour que nous puissions avoir une satisfaction et des joies et des plaisirs, oubliant que oui, tu as besoin de force, etc. Et nous pouvons ensuite avoir cette acceptation. Il faut faire attention ainsi pour éviter que l'ensemble général, le moi, gère le tout et soit frustré et va que se concentrer sur son apparence. Ce qui signifie, j'ai ces parties du moi dans la communication, il faut en tenir compte et ce qui est utile, c'est que les besoins psychiques soient abordés. On parle d'autonomie, d'avoir du respect, des possibilités de choix, de donner un retour par rapport à ce qui se passe bien dans la condition physique, l'aspect personnel, l'endurance, et puis comment on reconnaît cette personne. Et à ce niveau-là, nous pouvons aborder peut-être même d'autres thèmes plus délicats. Bon, c'était très psychique, hein, Monica. Est-ce que cela a un sens? Devons-nous tous devenir des psychologues? Est-ce que c'est possible pour des entraîneurs d'appliquer ceci? Ce qui me semble très important
c'est ce constat. Apparemment, nous avons tout un zoo de différents moi en nous, c'est-à-dire on est l'ours très fort et puis le renard très rusé, voire même du chien battu. Et ensuite, on a peut-être, oui, certains éléments qui apparaîtront un peu plus ou un peu moins. Ce que je retiens par rapport à ce que tu as dit, ces relations entre athlètes et entraîneurs. Donc ces relations sont essentielles et que la communication aussi est influencée. Je ne sais pas tout à fait, et c'est quelque chose que j'entends souvent dans les cabinets, surtout de la part d'entraîneurs donc masculins, ou les hommes en général, dans d'autres fonctions qu'ils occupent. En matière de communication avec les femmes, ils trouvent que c'est difficile, car les femmes aussi mettent chaque mot entendu, l'interpréteront peut-être différemment, remettent en question certaines déclarations. Et l'entraîneur se pose la question, mais comment rester authentique et spontané, être ouvert et vraiment honnête si de toute façon, au bout du compte, tout est mal compris. Oui, c'est un point très important, cette exigence que nous posons. Revenons en arrière et j'arrive à ma conclusion. Quels sont les points très importants? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Reconnaître ou voir qu'il y a des difficultés possibles. Cela peut être utile déjà, sans grands efforts, de communiquer quelque peu différemment. Qu'est-ce qui est le plus important? Les commentaires par rapport à la silhouette ou le poids, une fois de plus, peuvent être très blessants et avoir de manière durable des effets. Ensuite, quand on parle de critiques envers le corps et le poids, peuvent aussi engendrer une chute de l'estime de soi et cela va baisser le succès. Ensuite, la communication peut peut-être répondre à des besoins de base. Tenez en compte dans la communication, par exemple, pensez à ces besoins, donner des feedbacks, des retours très positifs et dire ben, « je t'apprécie comme tu es ». Et là, nous avons vraiment un sol plus robuste. Les athlètes, comme tout être humain, comme tu l'as aussi très bien formulé tout à l'heure avec les propositions, c'est-à-dire comment on peut les citer, ces termes, on touche tous les aspects du moi et comment on aborde l'aspect de la silhouette et du poids. Et préparer des entretiens délicats, car là, vous avez déjà fait beaucoup de choses en amont. Si vous prenez du temps et si vous faites une réflexion, tout d'abord par rapport à la communication future. Ensuite, des possibilités de solutions pratiques. Nous avons essayé aussi de porter quelques contributions de solutions. Tout d'abord, il est très utile, voire utile, lorsqu'un club, une fédération, une organisation ou autre a une position par rapport au poids, comment on aborde le développement aussi pondéral. Et dans mon activité, nous le faisons aussi, c'est-à-dire nous parlons aussi du développement à long terme de l'athlète. Aussi dans ma discipline, la lutte par exemple, nous voulons parler de l'aspect à long terme et non pas les succès à court terme, ce qui veut dire concrètement qu'un donc athlète va plus baisser du poids dans la prochaine discipline, mais dans la relève, on a une classe peut-être pour aller une classe supérieure. Et en faveur de son développement de santé, il va peut-être continuer d'aborder une autre classe. Ce qui est très utile, c'est d'intégrer l'ensemble de l'environnement. Le travail avec l'athlète, c'est une chose. L'environnement, il faut l'impliquer également, c'est un autre thème. Dans mon ancienne fonction, en tant que responsable d'entraînement au niveau national, j'ai de manière intense des entretiens avec des responsables de club, des parents, des entraîneurs aussi par rapport au poids de l'athlète. Car apparemment, il est tout à fait utile que tout le monde donne un coup de main et que tout le monde tire à la même corde. Et non pas, dans mon cas précis, le club tire d'un côté de la corde et la fédération de l'autre côté. Cela sera très désagréable et ce n'est pas un soutien pour l'athlète. Encore un troisième critère ou possibilité de solution, c'est le poids.
C'est un thème et c'est un composant de la performance sportive. Dans certaines disciplines sportives peut-être plus important, dans d'autres un peu moins important, mais c'est quand même un composant parmi tant d'autres. Et si je crois en être convaincu, si on en parle dans le cadre d'analyse normale et d'entretien d'objectifs à atteindre, en règle générale, cela doit se faire régulièrement. Et c'est un thème parmi tant d'autres. Un thème qu'on peut éclairer et on peut se poser la question s'il y a un élément à optimiser. Ou est-ce qu'on laisse les choses telles quelles? Comme par exemple une athlète que j'ai rencontrée qui, après une longue période de concours et de compétition, a pris un temps mort, et c'était prévu avec elle ainsi, est revenue ensuite après les 2 mois de temps mort, et elle a pris 7 kilos. Et là, honnêtement, j'étais un peu surprise. Mais apparemment, le corps et son esprit avaient besoin de ce temps mort pour se développer au niveau du poids également. Et c'est ensuite qu'ensemble, nous avons abordé et analysé les choses, c'est-à-dire on a fait une analyse de la phase antérieure, aussi le poids. Et tout d'abord, nous avons décidé de voir le développement du poids de l'athlète lorsqu'elle intègre de nouveau l'entraînement régulier. Et nous avons vu que le poids n'a plus donc baissé. Et nous avons ensuite terminé l'analyse et nous avons fixé de nouveaux objectifs. Et avec le poids, nous avons décidé également qu'elle allait augmenter de classe de poids. Et nous avons pu fixer des objectifs à court terme. Très bien, merci pour cet exemple. Nous arrivons au terme, un peu plus long que prévu, désolé d'avoir un peu dépassé le temps imparti. Nous espérons pouvoir travailler avec vous, de pouvoir soutenir les athlètes dans le domaine vert pour avoir cet épanouissement. Aussi lorsqu'il y a des thèmes sensibles en matière de corps, c'est-à-dire silhouette et poids, et on se réjouit de pouvoir aborder ces termes lors de l'atelier futur ensemble. Alors d'ici, on se dit à bientôt et merci surtout de votre attention. Merci beaucoup et à très bientôt pour le futur atelier.